Alors, on va parler maintenant du rang d'une matrice. On va rappeler ce que c'est que le rang d'une application linéaire et faire le lien entre ces deux notions. Donc, tout d'abord, on rappelle que le rang d'une application linéaire f qui va de grand E dans grand F, c'est la dimension de l'image de f. Donc, rang de f est égal à dimension de im f. On a vu que c'était aussi la dimension de vecte de f de U1, f de UP, avec U1, UP une base de E. Autrement dit, c'est le rang de la famille f de U1, f de UP. Pourquoi? Parce que si U1, UP est une base de E, on sait que f de U1, f de UP engendre l'image, et donc l'espace engendré par f de U1 jusqu'à f de UP, c'est imf. Donc, cette dimension, c'est bien égal au rang de f. Alors, on va appeler rang d'une matrice A le rang de cette famille-là. Donc, on rappelle, le rang d'une famille, c'est le rang de l'espace engendré par cette famille. Et vous voyez qu'ici, la famille qui est dans la grande parenthèse, ce sont les colonnes de la matrice. A1, A2, jusqu'à AN1, c'est la première colonne. A1P, A2P jusqu'à ANP, c'est la dernière colonne de A. Autrement dit, le rang d'une matrice, c'est l'espace engendré par ces colonnes. La proposition 6 dit la chose suivante. Si on prend une application linéaire petit f de grand E dans grand F, alors le rang de cette application linéaire, c'est le rang de la matrice qui représente f, et ce, dans n'importe quelle base. Donc si je prends n'importe quelle base b et b' de E et f, le rang de f sera égal au rang de mat bb' de f. Alors pour montrer ceci, on va utiliser l'application qui a un vecteur associé ses coordonnées, donc qui a un vecteur de grand F qui s'écrit somme des i égale 1n des bêta i vi associe le vecteur colonne bêta 1 bêta n. Donc ici v1 vn c'est une base de grand F. Tout vecteur de grand F peut s'écrire comme combinaison linéaire des vi de manière unique. Donc les bêta i sont uniques et donc je vais avoir cette application qui sera bien définie. C'est un isomorphisme parce que si je me donne les coordonnées, il existe un unique vecteur qui possède ces coordonnées dans la base v1 vn de grand F. Alors maintenant, si je prends une base U1, UP de E, et je prends grand A, la matrice de F dans les bases B et B', donc grand B c'est cette base U1, UP, B' c'est la base V1, Vn, alors par définition de la matrice, j'ai F de Uj qui est égal à la somme des I égale 1 à N des AIJ, UJ. L'image de F, je sais qu'elle est engendrée par les F de U1 jusqu'à F de UP. Et maintenant, je vais appliquer cet isomorphisme-là à imf. Donc, l'espace engendré par les images des f de U1, f de UP par grand phi, autrement dit, l'espace engendré par les coordonnées des f de U1, f de UP écrits en colonne, c'est-à-dire l'espace engendré par ces réels-là, qui se trouvent donc être les colonnes de ma matrice. Ici, je reconnais la première colonne, on est d'accord, puisque la première colonne de la matrice, par définition, ce sont les coordonnées de f de U1 écrits en colonne, donc c'est ce que fait cet endomorphisme grand phi. L'espace engendré par les colonnes de ma matrice va donc être l'image de l'espace engendré par les f de U1, f de UP par cette application grand phi. Donc l'isomorphisme ici va envoyer l'image de f sur l'espace engendré par les colonnes de A. Et donc, l'image de f va être de même dimension que l'espace engendré par les colonnes de A. L'image de f, sa dimension, c'est le rang de f, et la dimension de l'espace engendré par les colonnes de A, c'est ce que j'ai appelé le rang de A. Donc, j'ai bien le rang de f qui est égal au rang de A. Alors, on va faire des exemples. D'abord, on considère l'application linéaire qui va de r carré dans r cube, qui à x, y associe le vecteur de coordonnées y, x plus y, x moins y. On va regarder la matrice dans les bases canoniques de r carré et r cube, on l'a déjà calculé. C'est cette matrice 0, 1, 1, 1, 1, moins 1. Elle a deux colonnes non collinéaires, donc l'espace engendré par ces colonnes, c'est 2. Et je peux donc affirmer que le rang de f, c'est 2. De la même façon, si je considère la matrice de l'homothétie, lambda fois l'identité, c'est donc égal à la matrice, au rang de la matrice de lambda identité
dans la même base de départ et d'arrivée B, c'est-à-dire lambda fois IP. Donc là, j'ai choisi volontairement de prendre même base au départ et à l'arrivée pour avoir une matrice particulière. Et maintenant, lambda IP, la matrice identité fois lambda, va avoir comme rang P si lambda est différent de 0, puisque si lambda est différent de 0, j'ai une matrice diagonale avec que des lambda non nuls sur la diagonale, donc son rang est P. En revanche, si lambda est nul, la matrice est nulle et donc le rang est 0. On a déjà vu les propriétés du rang d'une famille de vecteurs. Donc je rappelle encore, le rang d'une famille de vecteurs, c'est la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs. Ça va nous permettre de déduire ces propriétés de rang d'une matrice. Donc tout d'abord, le rang de A est nul si et seulement si A est nul. Le rang de A est donc nul si et seulement si l'espace engendré par les colonnes de A est nul. Si l'espace engendré par les colonnes est nul, ça signifie que toutes les colonnes sont nulles, donc que grand A est la matrice nulle. Rang de A est égal à 1 si et seulement si les colonnes de A sont collinaires 2 à 2 et non nulles. Donc on rappelle qu'un espace est de dimension 1 s'il admet une base donc de cardinal 1. Autrement dit, ça signifie que tous les éléments vont être collinaires à l'élément qui compose cette base. Donc on a bien que la matrice va être de rang 1 si toutes ces colonnes sont collinaires 2 à 2 et bien sûr non toutes nulles, puisque si elles sont nulles, la matrice sera de rang 0. Il faut qu'il y en ait au moins une qui soit non nulle pour pouvoir dire que c'est par exemple l'élément qui compose la base de l'espace engendré par les colonnes. Alors, le troisième point, rang de A inférieur ou égal au min entre n et p, donc n le nombre de lignes, p le nombre de colonnes. Donc tout d'abord, on va dire que A possède p colonnes, donc l'espace engendré par les colonnes va être de dimension O plus P, puisqu'on sait que l'espace engendré par une famille de cardinal P, la dimension de cet espace est O plus égale au cardinal de la famille. Dans le cas où la famille est libre, ce sera égal, mais en tout cas, on sait que la dimension est inférieure ou égale au cardinal. Donc ça nous montre bien que le rang de A est inférieur ou égal à P. Pourquoi le rang de A est aussi inférieur ou égal à N? Parce que les colonnes sont des éléments de Mn1 et Mn1 est un espace de dimension n, donc l'espace engendré par les colonnes c'est un sous-espace vectoriel de Mn1 de K, et donc ce sous-espace vectoriel doit être de dimension inférieure ou égale à n. Enfin, le dernier point, si n égale p, rang de A égale n va être équivalent à avoir A inversible. Si n égale p, ça signifie que la matrice est carrée. Si je note par exemple f, l'application canoniquement associée à A, c'est-à-dire f est un endomorphisme de Rn dont la matrice dans la base canonique de Rn est A, donc en notant B, la base canonique de Rn, j'ai mat B de f qui est égal à A, je sais que le rang de A est égal au rang de f, donc j'ai équivalence entre rang de A égale n et rang de f égale n. Rang de f égale n, c'est équivalent à dire que la dimension de im f est n, n étant égal à la dimension de son espace d'arrivée qui est Rn, c'est donc équivalent à avoir f surjective. Mais f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, donc il sera surjectif si et seulement s'il est bijectif. Donc f va être f surjectif, c'est équivalent à f bijective. Et enfin, j'ai équivalence entre f bijective et la matrice qui représente f inversible, donc j'ai bien équivalent à A inversible. Par équivalence successive, j'ai donc montré que le rang de A était égal à n si et seulement si A est une matrice inversible. Alors, dans la proposition 8, on rappelle les opérations élémentaires qui vont être licites. Donc, les opérations élémentaires suivantes sur les colonnes d'une matrice ne modifient pas le rang. Échanger deux colonnes, multiplier une colonne par un scalaire non nul et ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Pourquoi est-ce que cela ne modifie pas le rang? Parce que ces trois opérations ne modifient pas l'espace engendré par les éléments auxquels on applique ces opérations élémentaires. On l'a déjà vu, donc ici ça ne changera pas vect
des colonnes de A, et donc, a fortiori, ça ne changera pas la dimension de cet espace. Le théorème 9, maintenant, qui est admis, nous dit qu'une matrice et sa transposée ont même rang, donc pour toute A appartenant à MNP de K, rang de A égale rang de transposée de A. C'est un théorème qui va être très important puisque on sait que les colonnes de transposée de A correspondent aux lignes de A, et donc on va pouvoir affirmer que les opérations élémentaires sur les lignes du matrice ne modifient pas son rang. En effet, si je fais une de ces trois opérations élémentaires ici sur les lignes de A, cela revient à faire des opérations élémentaires sur les colonnes de transposée de A. Or, cela ne modifie pas le rang de transposée de A d'après la proposition 8, et comme le rang de transposée de A est égal au rang de A, faire des opérations élémentaires sur les lignes de A ne modifiera donc pas son rang. Alors, on va faire quelques exemples pratiques. On part d'une matrice quelconque grand A et on va faire des opérations élémentaires pour calculer son rang. Donc, on part de la matrice A et on va faire les opérations suivantes. L2 reçoit L2 moins 2L1, donc l'idée étant d'éliminer ce coefficient 2, et L3 reçoit L3 moins 3L1 pour éliminer ce coefficient 3. Je me retrouve donc avec la matrice ici, avec un 0 ici sur la deuxième ligne, un 0 sur la troisième ligne. Et maintenant, je vais chercher à éliminer ce coefficient moins 2. Pour cela, je vais faire l'opération L3 reçoit L3 plus 2L2. Pour pouvoir donc éliminer ce coefficient moins 2, je me retrouve donc avec ici un coefficient 0. Une fois que j'ai fait ces opérations, je vais facilement pouvoir affirmer que le rang est 3. Donc vous voyez ici que les trois premiers vecteurs sont échelonnés. Donc l'espace engendré par mes colonnes, ceci va être une famille libre. Par ailleurs, je savais déjà que l'espace engendré par les colonnes était de dimension O plus 3. Hein. On a une matrice qui est de taille 3, 4. Donc le rang de A sera O plus 3. Comme j'ai trouvé une famille libre de cardinal 3, les trois premières colonnes, eh bien les trois premières colonnes vont former une base de l'espace engendré par les colonnes qui sera donc de dimension 3. Donc encore une fois, le rang de A est majoré par 3, et comme j'ai trouvé une famille libre de cardinal 3, je sais que le rang vaut exactement 3. Alors, si on ne veut pas faire un argument sur les familles libres, on peut aussi choisir de considérer les lignes, puisque les lignes de A correspondent aux colonnes de transposée de A, et on sait que transposée de A a même rang que A. Donc, je peux aussi déterminer la dimension de l'espace engendré par les lignes. Quand je regarde les lignes, je vois que les lignes sont échelonnées. Donc, j'ai trois lignes qui sont échelonnées, donc qui forment une famille libre. Donc, l'espace engendré par les lignes va être de dimension 3 et donc le rang de A vaut 3. Pour le rang de B, donc on va faire la même manipulation que tout à l'heure. On va chercher à éliminer ce coefficient 1 qui est sur la deuxième ligne. On va donc pour cela faire L2 moins L1. On va se retrouver avec une matrice qui est ainsi. Et je vois qu'ici j'ai deux fois la même ligne. Donc je vais pouvoir éliminer la dernière ligne en faisant L3 donne L3 plus L2. Je me retrouve avec cette matrice-là qui a une ligne nulle. Je peux choisir de dire que le rang de B, c'est la dimension de l'espace engendré par les lignes de B, puisque encore une fois, les lignes de B correspondent aux colonnes de transposée de B, et je sais que transposée de B et B ont même rang. Donc je regarde l'espace engendré par les lignes. Comme j'ai un élément nul, je peux l'enlever, et je me retrouve avec deux lignes qui sont non collinéaires, donc l'espace engendré par les lignes est bien de dimension 2. Vous voyez ici qu'on retrouve la définition de rang d'une matrice qu'on avait déjà donnée en disant que le rang d'une matrice, c'était le rang du système associé. Et donc ce qu'on faisait, c'était d'essayer de triangulariser le système pour compter ensuite les lignes non nulles. Le gros avantage que vous avez maintenant, c'est que quand on faisait des opérations élémentaires sur le système, on faisait uniquement des opérations élémentaires sur les lignes. Désormais, vous avez la possibilité de faire des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes.
Juste avant de clore ce chapitre, je fais la remarque suivante. Si vous avez une matrice triangulaire, le rang n'est pas forcément égal au nombre de coefficients diagonaux non nuls. Donc je vous ai donné l'exemple en dessous. Vous voyez ici que cette matrice est triangulaire. Le nombre de coefficients non nuls sur la diagonale, c'est 2. Mais si je choisis... Donc si je regarde maintenant l'espace engendré par ces lignes, je vais avoir une ligne nulle, donc celle-là je peux l'enlever. Et ensuite je vais avoir cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. On voit que ces 4 lignes-là sont échelonnées, donc forment une famille libre. Et ainsi l'espace engendré par les lignes est de dimension 4. Il n'est donc pas égal au nombre de coefficients diagonaux non nuls, puisque ici j'avais 2. Donc faites attention, il ne faut pas juste compter les coefficients diagonaux non nuls, il faut vraiment regarder l'espace engendré par les lignes ou par les colonnes.